Bonjour déjà à tous et à toutes. Plaisir. Donc on va faire un passage quand on parle entre financement des prestations et durabilité, le prix du changement. J'ai eu la chance de rentrer il y a très longtemps dans la LPP, donc il va y avoir un petit passage historique pour essayer de corriger certaines choses que l'on peut lire dans les médias. Et j'ai eu la chance ces derniers jours d'avoir différents médias où on a pu échanger. Et ce que je vais vous partager là, je l'aurais partagé pour casser certains mythes politiques sur l'inefficience de notre système de prévoyance professionnelle sécurité sociale. Alors le premier, j'aime bien suivre un schéma historique que vous connaissez tous, à savoir dans son minimum légal, les systèmes des trois piliers AVS plus deuxième pilier doivent, pour un salaire déterminé, garantir le 60% environ du dernier revenu. On verra la condition. Au-dessus, on parle de troisième pilier, mais on parle aussi qui est le choix individuel de cotiser pour atteindre une qualité de vie différente que si on se mettait au minimum. Mais c'est aussi là que les caisses pensions, vous le savez tous, font un pas supplémentaire avec des caisses pensions qui vont au-delà du minimum légal. Ici, vous avez un schéma que je prends. Si vous ne le voyez pas au fond, ne vous inquiétez pas, je vous donne les données. 1 plus 2, cotisation employée, cotisation employeur, plus 3 de rendement égale 6. Alors, vous le verrez pourquoi. Ce 1 plus 2 aujourd'hui, mettez le 1,5 plus 1,5 plus 3 égale 6. C'était le 6, l'objectif de prestation qu'avaient des institutions type qu'on parlait caisse de pension en primauté de prestation par rapport à des primautés de cotisation. Mais dans le même financement qu'on ait l'un système ou l'autre, on arrive au même résultat. Sauf que ce 3, à l'époque, en 85, représentait le 50% du capital retraite finale ou de la rente de retraite finale. Et aujourd'hui, ça n'est plus que 33%. Alors, il y a une règle d'or. On parle de règle d'or, c'est que pour une majorité des gens, ils commencent une carrière et ils vont avoir leur salaire qui va évoluer, si tout va bien, au maximum à l'inflation. Je ne parle pas de ceux qui font une carrière de croissance, qui deviennent cadres, qui deviennent sous-directeurs ou directeurs, chefs d'agence, chefs d'entreprise, de succursale ou autres, parce que là, la loi était partie de la logique que ces gens-là, s'ils commencent à gagner plus, ils ont la capacité individuelle de s'assumer parce qu'ils le peuvent, alors qu'il faut assurer à la base, au fonctionnement de tout le système de base, quelque chose qui soit durable. Donc ici, vous avez le trait rouge, le trait du bas, c'est l'inflation. L'inflation est, si on regarde l'inflation plus 1%, c'est le trait vert. Et qu'est-ce que nous avons payé avec le minimum LPP? Nous avons payé le trait bleu. Donc, pour quelqu'un qui a une période complète de cotisation dans un minimum LPP avec l'exigence minimale de rendement de l'épargne que l'on a dû donner, on a enrichi l'objectif de la prévoyance professionnelle de près de 20%. Ceci est une réalité, ça s'est passé. Donc, le système inflation plus 1% de rémunération d'épargne permet d'atteindre, au bout d'une carrière de 40 ans, et j'insiste sur le 40 ans, d'atteindre effectivement ce 60% du dernier revenu. Alors, que nous dit l'histoire? Ici, vous avez en 1985, quel était pour une allocation d'actifs donnée l'objectif de rendement qu'on pouvait attendre? C'était 5,45. Mais là aussi, l'inflation sur les 10 dernières années était de 3%. Inflation plus 1% égale 4%. Il n'y a pas de mythe au travers de ce fameux 4% de rendement d'épargne, de taux technique, de fixation, de la rente de conversion, le rendement qu'on doit avoir. Ce 4% venait que de ça. Inflation plus 1. Les 10 dernières années étaient à 3, on a fixé plus 1,4. Les caisses pensions doivent faire du 4. Et les politiques de placement permettaient de faire en ce temps-là du 5,48%. Ce 5,48 aujourd'hui est devenu exactement la moitié, 2,74%. Et par rapport à ça, l'inflation des 10 dernières années, vous la voyez, elle était de moins 0,19%. Donc, inflation plus 1%, c'est plus 0,81%. Tout ce qu'on a payé au-dessus de 0,81%, c'est de l'enrichissement, une fois de plus, du bénéficiaire de la prestation de retraite. Mais ça aussi, on essaie de le cacher parce qu'il y a d'autres facteurs qui doivent être pris en compte. Mais on voit qu'aujourd'hui, même si on a des obligations à des rendements négatifs, on a une inflation proche de 0,2%. Si on peut faire du 2,74, on peut largement couvrir les besoins des caisses et subvenir à certaines déficiences de financement qui existent encore. Par rapport à ça, c'est l'espérance de vie. Ça, c'est une première image. En 1981, l'espérance de vie était de 14 ans pour un homme. Elle est aujourd'hui de 20 ans.
la femme avait une espérance de vie plus grande, cet écart est en train de se diminuer, mais quand on le montre comme ça, on dit, ben voilà, l'espérance de vie, qu'est-ce que ça veut dire? Comment le matérialiser? Alors, je vous le matérialise d'une manière pragmatique. Nous sommes dans un pays UNESCO, Sauvé-Lavaux, de vignerons. Donc, avec un magnum de vin, vous remplissez 14 verres. Ça, c'est une réalité physique. C'était l'espérance de vie en 1981. Aujourd'hui, on doit remplir 20 verres. Pas de choix. Soit on remplit les 20 verres, mais il y a moins par verre. Soit on doit en remplir 6 de plus, mais il faut trouver le liquide pour le remplir. C'est une bouteille de plus. Donc il n'y a pas de miracle. Pour le moment, la bouteille, tant qu'on ne prend pas les décisions, elle sera vide. Donc les 6 années, on doit les financer. Donc quand on parle qu'on doit ajuster le taux de conversion du capital en rente et qu'on doit diminuer ce taux de conversion, c'est juste mathématique, juste naturel. Mais si d'un côté, je reviens à mon graphique d'avant où on voit qu'on a rémunéré près de 20% de plus l'épargne, ça veut dire qu'à quelque part, le capital acquis converti permet d'atteindre l'objectif. Ceci équivalent cela. Mais peut-être que c'est politiquement incorrect de le dire. Alors ici, un problème structurel fondamental qui n'a rien à voir actuellement avec les discussions à Berne et qui est à côté. C'est à savoir que nous avons à peu près en moyenne 40 000 immigrants par année qui arrivent soit de la communauté européenne, soit de l'extérieur, peu importe la forme de l'immigration. Elle est là, l'économie en a besoin puisqu'elle absorbe et qu'elle est encore en développement en Suisse. Mais ces immigrants sont arrivés soit de pays européens avec des très faibles pouvoirs d'achat, parce qu'on a la compensation avec la loi européenne, je touche une rente en France, en Pologne ou en Tchéquie, je vais l'avoir et complémentaire à la rente de la Suisse. Le problème, c'est qu'ils sont arrivés entre 35 et 45 ans chez nous. Quand vous arrivez à 35 ans, il vous manque entre 10 et 15 ans de cotisation aux assurances sociales. Vous arrivez à 45 ans, il vous manque entre 20 et 25 ans de cotisation aux assurances sociales. Ce n'est pas le système des 3 piliers ou de la caisse de pension ou de l'AVS qui est faux, qui va mal. C'est structurel. Et là, vous avez pour un salaire de 7 110 francs, celui qui arrive à 40 ans, il peut faire ce qu'il veut, il n'a que 2 818 francs pour vivre. Ce n'est pas à cause du système. Alors, il a peut-être une rente qui vient d'un pays de l'Est ou d'un autre pays de l'Ouest européen, mais qui sera peut-être de 200-300 francs, qui sera ridicule à cause de la différence du pouvoir d'achat quand il l'a obtenu. Et un qui a un salaire de 3 780, alors les 7 110, c'est le salaire moyen suisse, et 3 780, c'est les bas salaires, d'une population que nous sommes tous contents d'avoir pour acheter des produits meilleurs marché dans l'alimentation ou d'autres choses, mais néanmoins, celui qui arrive à 40 ans, il a 1 687 francs, en ayant cotisé absolument normalement. Donc là, dans les fonds de pension et les différents investisseurs institutionnels, on a un point critique. Nous avons 1 million de retraités qui arrivent ces 10 prochaines années, dont 8 autres 000 travailleurs par année. On a déjà 40 000 immigrations, on en a 8 autres 000 qui vont prendre la retraite, donc on va encore augmenter l'immigration et cette augmentation va encore augmenter avec des gens de 35 à 45 ans. Ça veut dire que par rapport à ça, on a un déficit structurel fondamental qu'aucune révision actuellement en cours de l'AVS ou autre va permettre de changer ou de modifier. Et la problématique, elle est vite vue aussi, c'est que si les investisseurs qui ont des immeubles aujourd'hui et que vous mettez sur le marché encore des immeubles, des appartements 3 pièces, 70 mètres carrés à Lausanne à 2200 francs par mois le loyer, vous voyez une chose, c'est que là, il y a 2 acteurs qui ne peuvent plus le louer. Donc, ils ne pourront pas louer forcément des nouveaux immeubles et ils ne pourront plus louer les appartements, enfin des appartements, mais ils ne pourront plus louer leurs propres appartements parce qu'ils n'en ont plus les moyens. C'est purement structurel. Donc, je vous ferai apporter tout à l'heure, parce qu'il y a encore une présentation, un article de réflexion que j'ai envoyé à tous les conseillers nationaux français et allemands et au Conseil fédéral sur cet aspect structurel et une manière de le résoudre. Mais regardons une caisse de pension. Ici, vous avez un tableau où on a une caisse pension qui a 120% de degré de couverture, donc elle a 20% de marge par rapport aux engagements des capitaux qu'elle doit avoir pour couvrir ses prestations. Elle a un objectif de rendement de 2,70% parce qu'elle veut arriver à 130% de degré de couverture. Vous verrez comment ça va interagir. Mais si vous regardez, on a ici des hypothèses de base de développement de l'institution de prévoyance. Je rappelle que le but de la caisse de pension, ce n'est pas gérer sa fortune, c'est garantir une prestation au moment de la survenance d'un cas de prévoyance. Invalidité, décès, retraite. Donc on a des hypothèses, on a une évolution et on a un impact sur ce fameux 2,70. Je m'explique là, si vous regardez au niveau de rémunération de l'épargne, cette caisse donne du 2% et veut donner du 2%. Donc bien au-dessus du minimum légal d'aujourd'hui.
Si elle ne donne plus que du 1%, elle réduit de 0,5% sa pression sur ses rendements qu'elle doit tirer, elle fait du 2,2% et ça suffit. Par contre, si elle veut augmenter ses rentes, aujourd'hui elle ne le fait pas, et elle a enrichi ses retraités actuels de par les rendements donnés par le passé, et les réserves constituées, si elle veut donner 1% de plus, ça va coûter 0,35, 3,05. On l'a vu au graphique précédent, ici, c'est que le 3,05, on n'y arrive pas. Donc on a un problème structurel. Je reviens à mon 1, 2, 3, 6, et bien là on a un problème, c'est qu'à cette condition, on n'y arrive pas. Par contre, par exemple, de donner une indexation de rente de 3% à quelqu'un qui touche 500 francs de rente par mois, ça lui fait 15 francs, et bien l'institution de prévoyance peut très bien lui donner une 13e rente, une année, une autre année, et là qui aura plus de poids sur le pouvoir d'achat de l'individu parce que ça sera un réel montant qui lui arrive, qui lui permet de faire quelque chose et d'en profiter. Par rapport à ça, au niveau de l'actif, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons ce qu'on appelle les produits de rendement et nous avons aussi ce qu'on appelle les produits économiques. Les produits de rendement, c'est tous les obligations et liées hypothèques. On sait qu'aujourd'hui, on a soit des taux négatifs ou des taux très bas. Les produits de rendement, si on écoute une des conférences qu'on a eues hier, on dit attention inflation, tout est surévalué. Sauf que là, je pourrais vous faire un débat qu'on a une transition économique, on a construit contre nature, faisons pas de révisionnisme, on doit rénover, reconstruire et continuer à construire, on a 3 fois plus de potentiel aujourd'hui que de par le passé. Ben, ce potentiel, il faut le prendre, et ce potentiel, ce n'est pas de dire tous les 3 mois où est notre résultat, mais c'est de se positionner dans des entreprises, dans des sociétés qui vont vers une évolution de nos investissements. Il y a des purs produits financiers, spéculation financière et autres, et on a des produits mixtes. L'immobilier, encore une fois, c'est un produit de rendement par les loyers qu'on touche, mais il y a un risque sur les loyers aujourd'hui, suivant les nouveaux appartements qu'on met sur le marché, ceux qui sont loués, pour les gens qui ne pourront plus les louer parce qu'ils n'ont plus les moyens. Et c'est un produit économique parce que la valeur du bien immobilier, en fonction du développement économique, va plus ou moins fluctuer dans la valeur du bien dans le portefeuille. Ce qui nous amène à l'actif. Ici, vous avez un tableau. Ce tableau, d'une part, vous avez sur votre gauche des espérances de rendement de 20 classes d'actifs différentes, 20 opportunités de répartir l'allocation de votre investissement. Vous avez les volatilités historiques pour une période définie. Chaque fois qu'on change une année, la période, les chiffres changent. Et des performances que nous attendons pour les investissements qui nous sont demandés. Juste au fond, on le saura futur. Mais si on regarde les obligations suisses, on attend du moins 0,5 et pourtant on a fait du 2,48. Mais si on voulait faire du 2,48 sur les 10 prochaines années, il faudrait que le moins 0,5 devienne à peu près à moins 2, moins 2,5% pour arriver à cet objectif, voire plus. Donc on voit qu'on est dans une forme d'impossibilité. Après, au niveau de l'immobilier, on a de l'immobilier à 4 ou 3,5% suivant la forme d'immobilier que l'on peut avoir en portefeuille et qui n'a pas le même risque derrière. Mais ce qui est intéressant, on avait un article qui est paru où les caisses ont 40% d'obligations suisses. C'est inquiétant pour les rentes à futur. Effectivement, 40% c'est beaucoup. Mais si on a du moins 0,5 attendu, on a des tas de classes d'actifs qui rapportent du 3, 3,25 et plus. Par contre, c'est vrai que là, pour gérer des obligations suisses, on paiera dans le jargon du 3 points de base ou du 0,03%, mais on aura du moins 0,5. Et là, on peut obtenir du 3,5% ou du 3 ou du 4, mais on paiera peut-être 1,5% de frais. Par contre, on aura juste X fois plus de rendement. Donc, se focaliser que sur les coûts d'une institution de prévoyance, c'est garantir qu'on ne va pas arriver à terme à des prestations qu'on pourrait avoir. En termes de risque, on a ce qu'on appelle une méthode stochastique, donc totalement un modèle mathématique qui va faire tourner à certaines conditions un développement sur 10 ans de l'institution et de dire au cours de ces 10 ans, cette institution qui est à 120 pourrait monter, suivant l'allocation d'actifs, à 170% ou se retrouver à moins de 100%. Elle a 120. Il existe mathématiquement plusieurs modèles qui disent qu'elle pourrait être en dessous de 100%, à 7%, 9 ou 13% de probabilité d'être en dessous de 100%. Comment valider cette démarche ? Eh bien, ici, on a un tableau qui montre que pour les actions, les crises économiques du passé qui sont advenues et toutes les autres classes d'actifs, on dit qu'elles vont nous donner ce qu'on attend. Ce qui n'est pas vrai dans la réalité, mais c'est au moins matérialiser un modèle purement mathématique en quelque chose de réel. Ici, c'est quoi ? Les années 60, c'est 45% de baisse sur 5 ans. 45 sur 5 ans, chaque année, je devais donner du 4%, 5 fois 4, 20, c'est 65% de baisse.
Ici, on a 50% de baisse année 70 crise pétrolière sur 2 ans. 50% sur 2 ans, 2 années où je devais donner du 4%, 2 fois 4, 8% plus 50, 58%. 65, 58% de coût sur 2 ans. C'est moindre, impact moindre. Et on peut constater que sur la durée, il y a 9 crises fondamentales, dont plusieurs fois cette caisse pension aurait été en dessous de 100% aux conditions pures économiques du marché de fluctuation des caisses de pension. Ça, c'est une réalité. Ce qui est génial, c'est qu'on a toujours su pourquoi ces crises étaient là. Mais on l'a su après, jamais avant. Donc, c'est une illusion de croire qu'on va pouvoir anticiper et dire la prochaine crise, on ne va pas la faire. Parce que le problème, c'est qu'il y a 2 ans, il y a des tas de gens qui disaient que les marchés vont corriger. Alors aujourd'hui, depuis 2 ans, on est à près de 30% de hausse. Donc celui qui s'est mis des produits capital garantis sur 2% et autres garantis sur les 2-3 prochaines années et puis qui a loupé les 30% de hausse, ça lui coûte cher aussi. Et ça, c'est une des problématiques qu'on a dans le choix des produits financiers que l'on voudrait intégrer dans une politique. Donc une autre manière de voir l'allocation d'actifs, qui était une manière qu'il y avait dans les années 80, 90, début 2000, c'est dire quels sont mes horizons des engagements que j'ai. La caisse de pension, nous on est 16, on a notre propre caisse de pension. Techniquement, elle pourrait vivre plus longtemps que le plus jeune qu'il y a chez nous. Donc c'est-à-dire qu'on dépasse les 30 ans. 30 ans, je peux mettre de l'immobilier, de l'or, parce que l'or, on sait que sur la durée, il couvre toujours l'inflation, sur la durée, mais conjoncturellement comme l'immobilier. Là, vous êtes sur un quai, 1987, un appartement, 7 500 francs le mètre carré. Un peu plus loin sur le quai, 2000, un appartement, 3 500 francs le mètre carré. 2008, 7 500 francs. Aujourd'hui, 20 000 francs le mètre carré. D'accord ? L'or a fait la même chose. Et j'avais une caisse pension qui disait, combien est-ce qu'on peut mettre en immobilier ? Je disais, vous avez combien d'employés ? Collaborateurs, il dit 1200. Je dis 1200 appartements. Il me regarde, et pourquoi ? Il dit, si on a une grosse crise et autres, puis que vous pouvez loger toutes les familles qui travaillent chez vous, vous avez déjà réussi un bel acte social. C'est une autre manière de penser l'allocation d'actifs. Alors, si j'ai du 5 ans, une caisse 100% de retraités, que j'ai des engagements à 5 ans connus, parce qu'on sait que sur 5 ans, un risque de marché, on l'a vu avant, c'est 5 ans des grosses baisses, après on reprend. Que je planifie mes obligations à moins 0,5 par année sur 5 ans, ça sera peut-être moins cher que si dans 3 ans, le marché fait moins 5%, comme c'est déjà arrivé plusieurs fois, puis que je n'ai pas l'argent et que je dois vendre à perte pour garantir mes prestations. Donc mon moins 0,5 annuel payé sur 5 ans, c'est moins 2,5. On a des années à moins 4, moins 5, moins 6% dans les portefeuilles. Donc c'est une autre manière de penser. Du coup, l'ALM ou la congruence active-passif n'est pas un outil qu'on fait ponctuellement, mais c'est un budget de gestion d'entreprise. Et dans toute entreprise, avec des entreprises commerciales que vous êtes et autres, vous faites un budget, vous contrôlez comment ça évolue. Alors la croissance, on passe de la pyramide à la bouteille de Bordeaux ou à un désalet, je vous laisse au choix, ou en fondant, pas me faire tuer par les Valaisans, et autres cantons. Mais la réalité, elle est là. Nous allons passer en 2050 de 1 milliard d'Africains à 2 milliards. Alors, soit nous investissons pour les Africains en Afrique, soit demain, ce n'est pas 8 000 immigrants que nous aurons, mais c'est 100 000, 200 000 ou 500 000 qui viendront, si on ne fait rien chez eux. Parce que l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Europe va diminuer, et l'Afrique, de 2050 à 2100, va passer de 2 milliards à 4 milliards. Alors que l'Asie va monter un peu et régresser derrière. Donc, si l'Asie a été l'émergence des 40 dernières années, on a une émergence ici qui est fondamentale, et qui, elle, ne va pas hésiter à aller chercher ailleurs ce qu'elle n'a pas chez elle. Pour en parler, la carte du monde, on est habitué à voir cette carte-là, alors que la réalité de la surface des continents, c'est celle-là. L'Afrique que vous avez là est un continent qui représente les États-Unis, l'Inde, la Chine, l'Europe, l'Angleterre et le Japon, soit 4 milliards d'habitants. Donc la projection de 4 milliards d'habitants à 2100, la surface de l'Afrique permet d'accueillir ces 4 milliards d'habitants. Donc vous voyez la problématique dans laquelle le monde est confronté aujourd'hui. Et par rapport à ça, ici le problème c'est qu'aujourd'hui la forêt amazonienne, elle n'a plus besoin de nous pour être tuée. Elle va se tuer toute seule à cause des changements. Ici c'est un bidonville, un Nairobi à Kibera où j'ai eu la chance d'aller. 1 million d'habitants, elle croît d'à peu près 120 000 personnes par année. C'est la ville de Lausanne, par exemple en Suisse. L'île de Bornéo qui a été presque complètement ravagée en à peu près 70 ans. Donc c'est une problématique qu'on a. La vision qu'on a, on oublie qu'on est juste une petite balle dans l'espace, que la pointe émergée de l'iceberg, dessous on a des problématiques, on a pu en débattre dans les autres forums ces 2 jours. Ça, c'est les constats, mais on a un univers d'opportunités. Cet univers, aujourd'hui, on a quoi ? L'entreprise
est le fondement de toute la société, de l'individu, quels que soient les genres, les origines et autres. L'entreprise a ses actifs qui produisent, consomment et payent une fiscalité pour l'État, qui génèrent des retraités qui consomment, qui payent une fiscalité pour l'État qui ne fait que consommer. L'État, lui, doit par contre s'assurer que l'entreprise et par conséquent tout le système économique et sociétal puisse passer. Et par rapport à ça, eh bien, on a un système où on ne parle pas de gestion de fortune, mais bien d'économie réelle. Par rapport à ça, le stock disponible, c'est l'eau, l'atmosphère et la terre. Alors aujourd'hui, on a cette terre, on a ce qu'on appelle l'ESG, les investissements environnement, social et gouvernance, mais tout le monde l'est devenu en 2 ans, mais ça ne règle pas le problème. On a l'agenda 2030 des objectifs de développement durable qui permettent d'aller de l'avant, mais on a surtout les limites planétaires que l'on a dépassées, puisque la Suisse a dépassé sa limite, elle a consommé plus que ce que la Terre peut produire au mois de mai. Et là, on a 9 limites planétaires, dont 7 ont été calculées et déjà dépassées, dont une, il faudrait près de 1000 ans pour revenir en arrière. Mais par contre, tout ceci est tout autant d'opportunités. Et on a une no limite, c'est l'énergie. Tout étant énergie, on a une no limite qui est l'énergie solaire, puisque celle-là, elle est infinie, en tous les cas, pour plusieurs dizaines de milliers de générations d'humains qui pourraient vivre sur cette planète. En conséquence, la durabilité, certes, c'est de l'environnement, c'est de la gouvernance, c'est du social, c'est de l'économie réelle, parce que c'est de l'emploi des entreprises et des familles et des individus, parce qu'il n'y a pas des familles, il y a des individus. C'est une durabilité et c'est du rendement. Et c'est du rendement aujourd'hui, comme j'ai dit, on a 3 fois plus d'opportunités aujourd'hui que hier. Les objectifs de développement durable, j'en ai parlé avant, je ne vais pas revenir là-dessus. Transition économique aux multiples opportunités. Ici, vous avez une carte avec tous les pays où on extrait du pétrole et dessus, vous avez la carte des guerres dans le monde. La bonne nouvelle, moins on ira chercher de pétrole, plus on va diminuer les guerres. Donc, plus on va vers un monde de paix potentiel. C'est purement économique, c'est purement social. Donc ça, c'est une opportunité extraordinaire qu'on a. On parle ici de tout ce qui est la digitalisation. Une étude montrait que dans 240 ans, on pourrait 100% digitaliser ce que l'être humain fait. Vous avez peut-être vu récemment sur Internet les premières maisons construites en 3D. C'est l'ordinateur qui arrive, le matin c'est plat, le soir vous avez une maison construite, c'est fait par ordinateur avec des technologies nouvelles. Les villes, c'est 70% des habitants qui vont y habiter. Les villes offrent des opportunités extraordinaires dans multiples métiers. Premier métier, les métiers de déconstruction et les métiers de reconstruction. Et ça nous amène à quoi? L'économie circulaire. Aujourd'hui, on parle de déchets. La forêt n'a ni déchets, ni poubelles ou quoi que ce soit. Tout est intégré. Il faut juste repenser notre économie. Et je prends un exemple. Aujourd'hui, nous sommes tributaires de la Chine pour tout ce qui est les terres rares. Mais la bonne nouvelle, c'est que chaque fois qu'on fait une voiture électrique qui vient en dehors de Chine, la Chine est en train de nous donner un nouveau stock qui sont les stocks de batteries. Quand il y a 100 voitures, on ne va pas investir pour prendre une usine qui va récupérer ces batteries et les terres rares qu'il y a dedans. Mais quand on a des milliers, dizaines de milliers de voitures électriques, ben là, ça vaut la peine de construire des usines. Seul défi, ne pas laisser la Chine construire les usines avant nous et les construire nous pour récupérer un stock. Aujourd'hui, on parle d'un stock pétrolier, on est pris au piège. En étant pris au piège des terres rares possédées à 92 ou je crois 95% par la Chine, qui demain va tout nous les redonner dans ce qu'on fait. Donc voilà un peu l'idée de ce qu'on pourrait faire. L'univers des opportunités, c'est des milliards, des trilliards, les chiffres deviennent trop grands pour en parler, mais c'est des potentiels fabuleux qui dépassent largement les 1000 milliards des caisses de pension suisses, donc qui ont des potentiels de valeur fabuleux. Donc pour la partie suivante, on va commencer par faire le point sur les évolutions des risques sur le marché et puis un point sur la réglementation en Europe et aussi qu'est-ce qui se passe au niveau national suisse. Trop vite. Donc on a chaque année le rapport du World Economic Forum sur l'évolution des risques qu'on va faire face pour la prochaine décennie. On a une classification des risques par probabilité de survenance et importance d'impact. Et puis 5 catégories de risques, des risques économiques, environnementaux, géopolitiques, sociétaux et technologiques. Et on voit tout en haut à droite que c'est plutôt des risques environnementaux qui en ressortent le plus pour le dernier rapport. Si on regarde quelques années à peine, l'image elle est totalement différente. Ces risques, ils étaient toujours là, mais c'est juste qu'en peu de temps, ils ont gagné beaucoup plus en termes d'impact et d'intensité.
Donc, il y a une réelle prise de conscience au niveau de toutes les parties prenantes qui s'engagent. On a aujourd'hui plus de 130 000 initiatives et ONG qui ont été lancées pour mettre en place des outils pour accompagner la transition économique. On a aussi les gouvernements qui s'engagent pour la neutralité carbone avec des objectifs pour 2050, mais également des objectifs intermédiaires en 2030. On a également les entreprises par contrainte ou par conviction qui s'engagent également. Et au niveau des privés, les consommateurs, quelle que soit la génération, il y a des tendances qui se mettent en place. On consomme beaucoup plus des produits biologiques avec une offre qui est beaucoup plus disponible. On partage des biens, on partage également des produits en deuxième main. On paye plus cher des produits qui sont plus en lien avec nos valeurs éthiques. Et au niveau des investissements, on a beaucoup plus de capitaux qui sont orientés vers des produits plus responsables, que ce soit au niveau institutionnel ou privé. Au niveau de la réglementation européenne, on a eu d'abord quelques gouvernements qui ont commencé beaucoup plus vite que d'autres, puis arrivé après tout le mouvement de l'Union européenne, qui a été déclenché essentiellement en 2015 suite à l'adoption des objectifs de développement durable et la signature de l'accord de Paris qui représente la première convention mondiale juridiquement contraignante sur le changement climatique. Une année après, la Commission européenne a mandaté le groupe d'experts qui avait pour mission d'élaborer un plan d'action pour la mise en place des objectifs. Ce plan d'action, il a été présenté en mars 2018. Le but, c'était de contribuer aux objectifs de développement durable, mais également accélérer l'implémentation de l'accord de Paris. Il a été finalement adopté en 2019, le pacte vert ou le Green Deal, qui a été finalement mis en place avec la publication du premier rapport de la taxonomie en mars 2020, la classification des activités durables et des activités non durables. En mars de cette année, on a eu une accélération au niveau des investissements, de la classification des investissements. L'Union européenne a exigé à tous les asset managers qui ont des fonds distribuables sur son territoire de classifier le fonds et de se positionner par rapport aux investissements durables. Donc tous les fonds de droit luxembourgeois ou de droit français que vous avez dans vos portefeuilles, ils ont dû changer leur prospectus avec le délai de 10 mars de cette année. Et on a une classification en 3 catégories. On a l'article 6 de la loi, tous les fonds qui ont pour objectif un rendement financier sans prise en compte de caractéristiques durables et sont classifiés comme fonds non durables. Et puis, on a l'article 8 de la loi qui représente tous les fonds vert clair, les fonds qui ont pour premier objectif le rendement financier, mais qui intègrent des stratégies durables au niveau de leur processus d'investissement. Et puis, les fonds vert foncé avec l'article 9 de la loi, les fonds d'impact, où l'objectif ici n'est plus le rendement financier en premier, mais plutôt un impact environnemental ou sociétal quantifiable. Sachant que, par exemple, les fonds qui appliquent uniquement des stratégies d'exclusion, ils seront classés automatiquement dans l'article 6 et considérés comme des fonds non durables. Le but de la démarche, c'était d'accélérer l'implémentation des enjeux de durabilité au niveau des gestionnaires, de donner un petit peu plus de facilité aux clients de se retrouver un peu dans ce monde de produits disponibles sur le marché, d'identifier plus facilement les produits durables du non durable, lutter contre le greenwashing et avoir un système de reporting un petit peu plus standardisé. Un point sur la taxonomie. Donc la taxonomie, on a 70 activités économiques qui ont été classifiées ayant un impact positif avec 6 objectifs. Aujourd'hui, on a mis en place les 2 premiers objectifs, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Les 4 prochains objectifs qui sont dans le pipeline, tout ce qui est protection de l'eau, les ressources marines, l'économie circulaire, la prévention de la pollution et la protection de la biodiversité et des écosystèmes, sachant qu'à peu près 80% du budget de l'Union européenne va se focaliser sur l'économie circulaire. Il donne beaucoup plus d'importance sur ce thème-là. La finalité de l'exercice, ça permet également de protéger les investisseurs du greenwashing, mais ça permet aussi de mieux réorienter les flux de capitaux vers les investissements durables. En Suisse, l'urgence climatique n'est pas encore un sujet politique. On n'a pas de loi qui indique aux caisses de pension notamment comment aborder la thématique. Donc c'est les caisses qui se positionnent selon leur politique d'investissement. La seule obligation au niveau ESG se fait sur le critère de la gouvernance en l'initiative de Minder qui a adopté en 2013.
Et puis on a une position qui a été prise par le Conseil fédéral et l'Association suisse des banquiers l'année passée sur le positionnement pour la finance durable et a permis depuis janvier de cette année, quand on fait une évaluation d'un profil rendement-risque d'un client, aujourd'hui on évalue également son profil ESG et on lui donne un petit peu plus de transparence et de reporting par rapport à ces thématiques-là. Comparé au niveau européen, les caisses de pension suisses sont beaucoup plus lentes à implémenter aussi les investissements durables. On reste plutôt concentré sur des approches plus traditionnelles. Donc il y a quand même un levier assez important à actionner à ce niveau-là. Comment évaluer une stratégie de durabilité pour un portefeuille institutionnel? D'abord, pourquoi intégrer cette thématique-là? Il y a plusieurs raisons. Être dans la transition économique, essayer d'optimiser le couple rendement-risque, le faire par conviction, par risque de réputation, risque politique, pression des affiliés qui sont de plus en plus nombreux à questionner les investissements de leur caisse, de voir si on sont en lien par rapport à leurs propres valeurs éthiques ou les valeurs éthiques qui sont mentionnées par leur employeur. Anticiper également un changement réglementaire qui pourrait arriver un jour ou l'autre, ou bien tout simplement suivre le mouvement. On voit que tous les pairs sur le marché implémentent des stratégies durables, on se sent un peu donc pointé du doigt de ne rien faire et on s'est un peu obligé de suivre un peu le mouvement. Les démarches d'implémentation, je pense que c'est toujours important de commencer par l'étape de sonder l'intérêt, d'aborder en fait le thème de la durabilité au sein d'une caisse et d'abord commencer par faire une formation qui permet d'acquérir les connaissances de base pour pouvoir définir clairement une stratégie durable. Donc une fois qu'on a défini la stratégie, il s'agit de choisir est-ce qu'on met en place une charte éthique d'investissement ou pour ceux qui ne souhaitent pas avoir une charte d'investissement, on peut tout simplement mettre en place des valeurs éthiques d'investissement qui peuvent être utilisées par la suite pour faciliter la sélection du gestionnaire qui répond au mieux aux besoins de la caisse. Et puis après, tout le suivi de ces données extra-financières qui arrivent, comment lire un rapport extra-financier et analyser les données extra-financières. On vous a envoyé un petit questionnaire sur l'implémentation de stratégies durables avant le CMC. On va vous envoyer un consolidé des résultats pour que vous puissiez voir un peu la moyenne des participants, quel est le positionnement par rapport à ces thématiques-là. Donc au niveau de la formation, les principaux sujets qui sont abordés en général, donc on commence d'abord par faire une petite définition des concepts de base et de définir les appellations qui vous parlent beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup d'acronymes, beaucoup de thématiques qui sont abordées. Il faut savoir c'est lesquelles qui sont plus utiles pour vous. Également faire le point sur l'historique, les principales dates, les initiatives également. Il y a beaucoup d'initiatives sur le marché, on se perd facilement dedans. Donc il y a certaines initiatives qui sont beaucoup plus utiles que d'autres avec des outils à disposition. Il s'agit d'identifier ces initiatives, faire le point aussi sur les évolutions réglementaires et politiques, quelles sont les pratiques du marché, et puis l'évaluation du profil rendement-risque des investissements durables. Est-ce qu'il y a vraiment de la valeur ajoutée comparé à des investissements plus traditionnels? Comment définir et implémenter une stratégie durable? Comment se passe la lecture du rapport extra-financier? Comprendre également les sources de données, la transparence des sources de données, c'est quelque chose de très important. D'où est-ce que viennent les données et comment elles sont mesurées? C'est très important de le savoir. Au niveau des approches en matière de durabilité, vous les connaissez tous, donc je vais juste aborder quelques-uns. Bon, l'exclusion, il s'agit d'exclure des activités ou des pratiques au niveau des sociétés. Les norm-based screening, il s'agit de partir d'un univers d'investissement qui déjà respecte certaines normes. Souvent, les plus utilisées, c'est des sociétés qui sont signataires du Pacte mondial des Nations Unies, les Global Compact. C'est des sociétés qui se sont engagées et mis en place des procédures pour le respect de l'environnement, pour la protection des droits de l'homme, pour abolir la corruption et le travail des enfants. Le best in class, donc il s'agit d'investir dans les sociétés qui ont les meilleures pratiques en termes d'ESG.
L'intégration ESG, il s'agit d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse et la valorisation des sociétés. Donc on a la valorisation financière d'une société. Il est clair qu'aujourd'hui, c'est que certains critères ESG ont un impact matériel sur le long terme sur la valeur d'une société. Donc c'est important de les intégrer au niveau du processus de sélection. L'exercice de droit de vote, on le connaît. L'engagement, donc il s'agit d'ouvrir une discussion directe avec les managements des sociétés. Ce n'est pas une contrainte, c'est plutôt une recommandation pour améliorer les pratiques. Les investissements thématiques, souvent, donc identifier des thématiques durables, plus souvent tout ce qui est énergie renouvelable, efficacité énergétique, les thématiques de l'eau reviennent souvent. Et puis l'investissement d'impact en dernier. Il faut savoir, le plus important dans les investissements d'impact, c'est que vous pouvez avoir une mesure de votre impact, de votre investissement. Par exemple, on vous dit, pour X millions investis dans ce produit-là, votre investissement a permis de réduire X tonnes de carbone, de réduire, d'éviter X litres d'eau d'utilisation ou de recruter X personnes. Donc la clé de l'impact, c'est vraiment la mesure. Au niveau de l'implémentation, ça a été beaucoup plus rapide d'implémenter la durabilité sur la classe d'actifs actions. Ça a été beaucoup plus facile. Et puis après, par la suite, tout ce qui est obligation d'entreprise. Mais aujourd'hui, on a des solutions durables dans toutes les classes d'actifs, que ce soit l'infrastructure, le private equity, les dettes privées. On a même des hedge funds qui commencent à intégrer des thématiques ou des critères ESG au niveau de leur processus d'investissement. Un point sur les fournisseurs des données ESG, il y en a beaucoup des fournisseurs sur le marché et puis une caractéristique importante au niveau de ce marché-là, c'est qu'il y a une absence d'homogénéité à ce niveau-là, au niveau des ratings. À certains moments, on a 60% de rating dans l'univers de différence entre certaines agences. On a même fait une recherche en collaboration avec l'Université de Lausanne, un étudiant de l'Université de Lausanne sur ces ratings-là. Et sur certains critères, on a même 8% d'overlap uniquement sur les meilleurs ratings d'un univers, ce qui reste vraiment énorme. Et l'explication, c'est que chaque société de rating a sa propre méthode de valorisation et puis certains critères ont beaucoup plus de poids que d'autres. Donc c'est très important toujours de savoir quelle méthode est utilisée pour calculer les ratings ESG. Ensuite, au niveau de la disponibilité de données, c'était une critique par rapport à la couverture du marché. C'est l'est beaucoup moins aujourd'hui, donc les sociétés ils sont beaucoup plus transparents à ce niveau-là. Il y a beaucoup plus de sociétés qui publient les rapports extra-financiers des données. Même des petites capitalisations boursières commencent également à publier des données. Donc il y a quand même une nette amélioration comparée à quelques années en arrière. Est-ce qu'un jour on va avoir une solution harmonisée au niveau des données ESG? C'est peut-être le défi de l'intelligence artificielle. Peut-être qu'on aura des nouvelles tendances qui vont arriver sur le marché. On a aussi des tendances de consolidation au niveau de ces sociétés de rating qui fusionnent ensemble ou qui se font racheter. Le greenwashing, comment le détecter? Alors c'est très difficile de détecter le greenwashing, mais on vous expose ici quelques idées qui peuvent aider à le détecter. Donc en général, on a une société de gestion qui a un historique large dans des investissements traditionnels et puis on a un changement de discours soudain qui arrive, mais que le discours ne se reflète pas vraiment au niveau des produits. Donc quand on regarde concrètement, on a toujours la même chose, c'est juste que le discours a changé. Souvent, des fois, on discute avec des gérants qui sont là depuis des années et puis on sent dans le discours du gérant qu'il a été obligé d'implémenter la stratégie durable par sa société de gestion et ce n'est vraiment pas sa propre conviction. Les sources de données non transparentes, c'est aussi un feu rouge parce que c'est l'éthique même de la durabilité, offrir plus de transparence. Vous devez savoir toujours d'où est-ce que viennent les données et quelle est la méthode de calcul de ces données. L'absence d'analyse dédiée ou absence de formation pour l'équipe de gestion également pour prendre en considération ces critères-là. Et puis bien sûr l'absence de l'engagement de la société de gestion elle-même. Il y a beaucoup d'initiatives qui existent sur le marché, donc c'est important de s'engager à un certain moment.
Alors, un point sur la qualification de la performance. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour démontrer que les produits ESG ramènent de la valeur ajoutée par rapport aux investissements traditionnels. Aujourd'hui, on a choisi de vous rappeler une étude qui a été faite en 2015, mais qui donne l'avantage d'avoir fait le consolidé de 200 études sur les enjeux ESG. Et l'étude a été menée pour voir l'impact sur la performance, mais également quels sont les réels effets au niveau de la gestion de l'entreprise. En conclusion de ces études, donc, des meilleures pratiques ESG permettent de réduire le coût de capital, ça donne aussi une meilleure performance opérationnelle, une meilleure performance boursière au niveau de la société. Et puis l'actionnariat actif, même si on reste des fois des petits investisseurs, il ne faut pas hésiter de lever la voix parce que plusieurs investisseurs permettent à la société de prendre conscience qu'il y a quand même une tendance qui se fait et les sociétés finissent toujours par améliorer leurs pratiques. Alors les investissements croient énormément. L'année passée, on a eu au niveau européen plus de 233 milliards investis dans des solutions durables. La dernière étude de SSF qui vient de sortir sur Sustainable Finance mentionne qu'on a 1500 milliards investis dans le durable rien qu'en Suisse aujourd'hui, avec 34% d'évolution sur une année. Et puis au niveau de l'offre, il faut savoir que les choses aussi suivent. Rien que l'année passée, on a 55 fonds durables qui ont été lancés. Et 250 fonds qui ont été réaffectés. Donc, c'est des fonds qui ont été plus dans des approches traditionnelles et qui ont dû intégrer la durabilité. Pendant la crise 2020, il y a une étude qui a été faite par Fidelity sur les 9 premiers mois de l'année. Conclusion de l'étude, donc, ayant des notes ESG plus élevées, a permis de surperformer les sociétés avec des moins bonnes pratiques. Et puis, quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, on distingue aujourd'hui que le marché commence à faire une discrimination entre les entreprises en fonction de leur attention aux questions de durabilité. Donc, quand on veut vendre des sociétés, on est beaucoup plus content de vendre des mauvais élèves. Et quand on veut investir, on est beaucoup plus fier également d'acheter des sociétés qui ont des meilleures pratiques ESG. Dernier slide, je vous ai mis ici une liste de recommandations de lecture et des liens utiles, notamment le deuxième point, il y a une formation qui est disponible sur le site de Sustainable Finance. Elle dure 8 heures, vous pouvez la faire sur plusieurs parties. Elle est disponible en anglais, français et allemand. Puis elle donne une très bonne connaissance de base pour le sujet Sustainable Finance. On a aussi plusieurs liens qui vous donnent aussi accès à des newsletters qui donnent pas mal d'informations sur les évolutions réglementaires, sur ce qui se passe un peu dans le monde au niveau des entreprises et au niveau des initiatives.